La qualité ou l'excellence du PMK, ça c'est une évidence. Un ancien enfant de troupe, qu'il soit militaire ou pas, quand vous regardez dans sa vie, vous reconnaissez toujours cette rigueur. Le PMK moule les élèves, formate, comme vous diriez, les informaticiens et les élèves. Je dois tout à cette école-là. Le Prytanée militaire de Kadiogo est aujourd'hui, je pense, l'établissement secondaire le plus convoité du Burkina Faso. Le pays gagnerait à grandir. Je ne sais pas si on peut multiplier les PMK, mais on gagnerait à le préserver et surtout à l'enrichir. Pendant la colonisation, on avait un certain nombre d'écoles qui recevaient les élèves des différents pays d'Afrique francophone. C'était l'MPA, École militaire préparatoire africaine, comme il y en avait ici en Côte d'Ivoire et puis au Sénégal. C'est presque le CM2 supérieur. C'est le CM2, on vous apprend les matières entre la classe de CM2 et la 6e. Et après ça, ceux qui étaient jeunes et qui suivaient, on les envoyait à Saint-Louis. À l'époque des EMPA, il y avait une certaine spécialisation. Les gens faisaient le primaire à Ouaga, par exemple. Donc à Ouaga, vous aviez des Congolais, des Tchadiens, etc. Ils faisaient le primaire à Ouaga. Et puis, après l'entrée en fin de CEP et l'entrée en 6e, les plus anciens allaient à Kati pour la formation de sous-officiers. Ceux qui étaient destinés à l'enseignement long. À l'époque, il n'y avait pas de série A, B. On disait enseignement long, enseignement court. Ceux qui étaient destinés à l'enseignement long étaient envoyés à Saint-Louis. Et ceux qui étaient destinés à la technique allaient à Bingerville. En 61, il y avait l'école, il y avait pratiquement 2 écoles, ou 3 écoles au grand maximum. Il y avait Ouagadougou, Saint-Louis et Bingerville. Et avec l'indépendance, il y a eu besoin de donner le cachet national et le A est tombé, c'est devenu EMP. Quand c'était les MPA ou les MP, les enfants qui accédaient à l'école signaient un contrat avec l'État. Et ce contrat disait que, eh bien, tant que l'État a besoin de nous, nous sommes obligés d'accepter de servir comme militaires. En même temps, tant que sur le plan de la discipline et de la formation, nous remplissions les conditions, l'État était obligé de nous garder dans l'armée. En première, il s'est passé quelque chose d'assez spécial. Nous étions en classe, et puis il était capitaine Congo. Il avait une 2 chevaux à l'époque. Et puis nous étions en classe, puis on entend une 2 chevaux qui vient garer sous la fenêtre, et il rentre, fixe, asseyez-vous. Mais je viens vous dire que maintenant, l'école ne s'appelle plus EMP, mais s'appelle Prytanée militaire. Et ça veut dire que le contrat que vous avez signé avec l'État n'est plus en vigueur. Quand vous aurez le bac, eh bien, ceux qui ne veulent plus être militaires peuvent partir où ils veulent. De même, l'armée ne prendra que ceux dont elle a besoin. Réflexion faite, nous étions donc une trentaine en première. Et nous allions passer en terminale. Et s'il y avait une vingtaine d'admis au bac, alors qu'à l'époque, on n'avait que Saint-Cyr et l'EMIA, donc on avait généralement 2 places dans chacune. Eh bien, qu'est-ce qu'on ferait des autres? Je crois que c'est ça qui a décidé de la transformation brutale de l'EMP en PMK. C'est comme ça que l'école militaire, l'EMP de Ouaga est devenue PMK.
Je ne peux pas oublier ce jour parce que le lendemain, c'est maintenant que je comprends que c'était le stress. Je suis tombé malade. Et c'était pesant parce qu'on quittait le cocon des parents. C'était pas facile. C'était en 1982, et 81 plutôt. Moi, je rejoins un peu tard parce que je ne suivais pas vraiment la proclamation des résultats ni mes parents. C'est au dernier moment qu'on a su. Et c'est le 22 juillet que je suis arrivé au Britannique. Et j'ai été arraché pratiquement des mains de mon papa comme ça. Donc, le premier contact a été plutôt un peu traumatisant. Personnellement, c'était la première fois que je sortais véritablement du cadre familial. Donc, c'est déjà pas évident. Qui plus est dans un environnement militaire. Parce que quand vous arrivez, l'accueil, en fait, justement, il est ce qu'il est tout de suite. Je pense qu'on nous a rasés. Et puis, les premiers jours, en tout cas, pas exactement les premiers jours. Et après, on devait nous aligner pour recevoir les matricules. Je me rappelle que Essayé Boinsan, d'ailleurs, qui le raconte, puisque nous sommes promotionnaires, l'ancien président de l'Assemblée nationale, il dit qu'il était devant moi. Et comme il ne savait pas s'il y avait danger, donc il s'est mis derrière. Et je suis devenu le premier. Donc mon matricule, c'est le 426 et il est le 427. Dès qu'on est arrivé, on nous a amenés directement devant le fourrier. On a enlevé, on commençait à nous servir des culottes. Bon, on ne comprenait pas. On balance, on prend, on regarde, on dit ouais, ça te convient, tu prends, on sort la chemise, ça te convient, tu prends, on sort. Et sur place, on nous a fait déshabiller. On s'est habillé directement en militaire. Alors bon, pas très à l'aise. Et on a pris nos valises directement mettre au fourrier. C'était d'abord la surprise et après la peur, bien sûr, de venir dans un environnement nouveau. Nous avons reçu le même accueil avec les garçons. Mais par la suite, vraiment, on a senti que nous étions juste des enfants de troupe. Il n'y avait pas que le personnel féminin du PMK, il n'y avait pas le personnel masculin du PMK. Nos aînés nous ont adoptés, vraiment, je les remercie au passage, ce qui a beaucoup facilité notre vie ici au PMK. Nous sommes arrivés déjà en juillet pour la visite médicale. C'était déjà grand, hein, petit village avec une petite école qui arrive dans une grande cour, véritablement. Je crois que le premier élément, c'est quoi? La distribution de la tenue militaire qu'on prend. Je crois que moi, j'avais pratiquement un pantalon. C'était une entrée particulière en ce qui me concerne. J'ai rejoint les camarades un mois en gros après, parce que j'étais sur la liste d'attente et j'ai été repêché. J'avoue que c'était très difficile. C'est très difficile parce qu'on arrivait dans des conditions où la cuisine n'était pas fonctionnelle au niveau du Britannique et notre nourriture devait venir du camp du Home. Le café était un café noir, sans lait. Alors le pain sec. Dans mon cas, c'était la première fois que je me retrouvais dans une caserne militaire, embarqué dans un car militaire. Le contact tout de suite avec la tenue bleue, et ensuite le sport, le décrassage. Ça s'est très bien passé et donc pour moi, je me suis bien senti dès les premiers jours. Voir les gens venir de toutes les régions. Hein. Il y avait des jeunes qui venaient de Bobo, il y avait ceux de Ouaga, il y avait ceux aussi des villages. Mais en son temps, ce n'est pas les parents qui vous amenaient. Quand vous êtes du village, c'est la gendarmerie qui amenait ceux qui étaient loin de Ouagadougou. Donc tout ça, ça crée une ambiance qu'on ne peut jamais oublier. Jusqu'à la mort, ça restera là le 5 septembre. Je revois ça comme si c'était aujourd'hui. Nous, on était mélangés avec les petits blancs. Hein. Et nous, on a eu le temps, parce que nous sommes rentrés avant que les blancs ne rentrent. Nous sommes rentrés avant que les blancs ne rentrent. Notre commandant d'école, c'était Yves Le Guen. Il était commandant. C'est en partant là qu'on l'a nommé lieutenant-colonel. Il était très compétent. Bon, la jeune de bataillon était blanc. Le trésorier était un blanc. Bon, tout le monde était blanc. Tout le monde était blanc. Donc, vraiment, on était là comme ça, au milieu des blancs. Et moi, personnellement, on a connu justement les goubis, qu'on dit la première classe, blanc. Il était là, bon, on lui faisait même des histoires, parce qu'il voulait couper vraiment la secrétaire qui était noire. Bon, nous autres là, bon, on était petits, mais on n'était pas d'accord.
On nous amenait en tout cas d'abord à vivre ensemble, la cohésion et la solidarité surtout. Et ce que j'ai remarqué, ça m'a, en tant que garçon ayant reçu une certaine éducation, il y a des trucs, des tâches que je ne faisais pas à la maison, qui soi-disant étaient réservées aux filles. Mais par exemple, c'est au PMK que j'ai appris à laver moi-même mes habits. Cette école nous a donné tous les rudiments nécessaires pour affronter la vie. On nous inculque beaucoup de valeurs et qui servent que ce soit dans la vie militaire que dans la vie civile. La valeur principale qui nous a été inculquée au PMK, c'est la discipline. On nous a toujours dit la discipline fait la force principale des armées. Je crois que c'est l'une des grandes valeurs qui fait que les AET réussissent dans la vie. En tout cas, au niveau du PMK, moi, l'humilité, je l'ai appris au niveau du Britannique. C'est-à-dire que quand on arrivait au PMK à l'époque, en fait, on me mettait à plat. Et en tout cas, j'ai appris à être humble, à compter sur moi-même, la chose publique aussi. Aux Britanniques, on vous apprend dès l'enfance à respecter la chose publique. Le sens de l'organisation, la prise d'initiative, ce sont des valeurs en fait qu'on vous inculque, je dirais pratiquement dès le berceau. Certains de notre promotion avaient à peine 10 ans quand ils arrivaient en 6e. Et si vous les absorbez bien, ce sont des valeurs en fait justement qui vont vous aider tout au long de votre vie. Et je peux dire que même jusqu'à présent, il y a des moments où quand même en tout cas ces aspects de notre vie passée en tout cas justement nous aident sur le plan, c'est-à-dire à la fois professionnel, sur le plan, c'est-à-dire en fait humain. Il y a un esprit enfant de troupe qui est développé et qui est fait de détermination, solidarité, dépassement de soi, etc., qui est vraiment développé et ça aide. La meilleure preuve que vous pouvez avoir de ça, c'est de poser la question à ceux qui ont fait le Britannique et qui ne sont pas restés dans les forces armées. Ils seront mieux placés pour me situer que c'est une formation qui les a aidés à surmonter bien des choses dans leur vie. Dans tout ce que je fais, l'aspect formation militaire que j'ai reçu au PMK apparaît. À l'UAMO, là-bas, il y a aussi un système un peu comme au Britannique, d'aînés et de jeunes. Donc, ils appellent ça la chorocratie. Donc, moi, je me suis retrouvé dans ce système. Bon, c'était pas nouveau pour moi. Pour les autres, c'était un truc nouveau. Ils sont confrontés à des règles qu'ils doivent suivre, des aînés qu'ils doivent respecter forcément. Donc, ça ne va pas. Mais moi, j'ai été, disons, bercé dans ce système-là. Du coup, bon, moi, c'était naturel pour moi de subir, ou bien pas de subir, d'être dans ce système de chorocratie. Et tout de suite, ça se sent. Les aînés, ils remarquent que, bon, lui, il a une certaine base déjà qui est là, même côté manœuvre, parce qu'on parle de blessement, là-bas aussi de bisoutage et tout. Bon, mais ça, comparé à ce que j'ai eu à subir au PMK, bon, il n'y a pas match, comme on le dit. D'abord, au PMK, on vous apprenait la discipline, le respect. Non seulement le respect aux cadres, aux anciens, mais le respect à vos promotionnaires et à vos jeunes. Ça, c'était un. Deuxièmement, on vous apprenait à être homme, c'est-à-dire on était très autonome, mais on vous mettait devant votre conscience en fait. On vous apprend à étudier, à être responsable, et je crois que cette rigueur, cette ponctualité, bon, je sais que vous savez que je suis très ponctuel, mais c'est depuis le PMK, parce qu'on nous a appris que l'heure c'est l'heure. À cause d'une minute de retard, on peut vous supprimer votre week-end. Alors, déjà, à 5h30, je suis réveillé. Ça ne change pas. À 5h30, je vais ouvrir les yeux, quitte à ne pas me lever. Mais quand je me lève, je suis là. Si à 7h30, je ne suis pas au bureau, on commence à 7h30, j'ai quelque chose qui ne va pas. Le PMK forme des gens disciplinés. La ponctualité, l'abnégation au travail et surtout le patriotisme. Et ce sont des valeurs que je crois qu'on peut retenir, qui ont été les nôtres au niveau du Britannique militaire. Les enseignements, c'est des enseignements de qualité.
Les profs étaient bons, donc sur le plan d'abord social, ils nous éduquaient comme il se fallait. Ils ne se contentaient pas seulement de dispenser des cours. Et les cadres qui encadraient aussi étaient à la hauteur et qu'ils avaient donc, je crois, sans doute une formation psychologique qui permettait donc de prendre en charge des jeunes. Le dévouement des cadres militaires, des différents professeurs, voilà, ils ont su trouver en tout cas les outils qu'il faut pour canaliser toute cette énergie-là dans le bon sens. Et je crois que ce sens de discipline-là a été quelque chose en tout cas qui m'a particulièrement aidé. J'ai enseigné au PMK et pendant de longues années, de très bonnes années. Et ce qui rend cet établissement particulier, d'abord c'est son caractère. Le caractère, c'est un établissement militaire. Bon. Personnellement, je ne savais pas que des civils y enseignaient avant d'y être affectés. C'était ma grande surprise. Et l'autre surprise aussi, ça a été de voir des enfants super disciplinés. Ça donnait envie d'enseigner. C'était vraiment particulier. Parce que dès le 1er octobre, on pouvait commencer les cours. Ils avaient tout, ils étaient en classe, silencieux, ils n'attendaient que les professeurs. C'était des élèves bien disciplinés et qui suivaient très bien les cours, ce qui nous a facilité la tâche. Et pratiquement, c'était du 100% que nous faisions. Même les derniers des classes étaient admis aux examens. Il y avait quand même une discipline de fer au Prytanée en son temps, et avec des cadres mythiques. On l'appelait Karamba. Il était rigoureux, très ferme, mais pas méchant. Et lorsque vous arrivez pour la première fois, et vous croisez, il était sergent-chef à notre temps, le sergent-chef Karambiri Suleiman, c'était pour nous un tigre. Il était charismatique. Sergent-chef Karambiri Suleiman. Et on arrive tout bonnement, on arrive. Bonsoir, monsieur. Ah, mais là, c'était le choc terrible. Monsieur, il n'y a pas de monsieur ici, il n'y a pas de monsieur ici. Et puis, il nous a fait perdre d'aller faire des tours de terrain. Et le jour, on a fait le tour de terrain jusqu'à quand on a fini. En fait, on s'est demandé qu'est-ce qu'on avait fait pour mériter ça. Quand nous l'avons connu en 1976, il était sergent. Je crois qu'il a quitté les forces armées il y a peut-être une quinzaine d'années, j'ai de bonne mémoire, une vingtaine d'années, adjudant-chef-major. Il faut dire que c'est le cadre qui était à la fois un bon père, un éducateur, et qui semblait incarner des militaires exemplaires. Voilà, et qui ne manquait jamais d'une anecdote ou d'une histoire à vous raconter le concernant pour ajouter à sa légende et à son mythe. Sa célèbre phrase « Je suis méchant, je ne suis pas méchant, je suis sévère ». Et ensuite, oui, j'ai fait la guerre de 1974. Quand on attrape l'ennemi, on boit son sang. Ça impressionne les jeunes. Et je crois qu'à travers lui et tout ce qu'il disait sur les hauts faits de guerre, j'étais en 5e. Quand je suis arrivé en 5e, même en 6e, on pensait qu'on pouvait être des pilotes pour aller s'attaquer à un pays ennemi, comme les petits Japonais le faisaient, donc les kamikazes japonais à la guerre. Karamba, c'est un vrai éducateur. Plusieurs peuvent témoigner. À chacun dit il m'a raté, il m'a giflé raté. Non, je pense qu'il faisait exprès de ne pas bien gifler les intéressés. Quand il fait, c'est pour que tu aies peur et qu'il ne le fasse pas. En fait, quand vous arrivez au PMK dès votre 6e, et quand on vous dit que ce n'est pas le commandant de l'école, vous n'allez pas croire. C'est quelqu'un carrément qui vivait pour l'école. Il était l'homme à tout faire. C'était lui qui faisait les projections cinématographiques. Et il était très paternaliste. Si effectivement vous êtes cadre au Prytanée militaire de Kadiogo et vous devez former des enfants de 12, 13 ans à devenir des cadres, des futurs cadres, vous êtes obligé d'être disponible. Moi, j'ai logé ici, je me lève à 5 h du matin, je fais ma toilette, je démarre ma mobilette pour être au PMK. 5 h 30,
c'est le cross matin. Vous réveillez les enfants avec un cross. Si tu n'es pas effectivement dévoué, tu ne peux pas le faire. C'est dans le cœur. Je veux bien les former. Voilà pourquoi je faisais ça. Il est tout le temps à l'heure, il n'est jamais absent. Hein? Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est la formation. La formation, c'est dans le cœur. Il n'était pas beaucoup punition. Mais il parlait. Quand vous déconnez, il vous parle, il vous prend par les sentiments. Et je pense que ça marque plus que ceux qui passaient leur temps à punir. Bon, lui, c'était un papa. Comme on n'avait pas une clôture, c'était une clôture simple seulement, et les enfants sortaient par les clôtures pour aller au cinéma. Donc, nous autres, en tant que cadres, pour que ça ne soit pas trop, pour diminuer la sortie des élèves la nuit, puisque c'est la nuit. Après les études, par exemple, à partir de 21h, ils sortent, ils vont au cinéma. Voilà. Et nous, bon, c'est pas tous les jours, hein, c'est de temps en temps, je dis, bon, je vais attendre aujourd'hui voir ce qui vont passer. Et c'est Billy Bambili, là. Je vais m'arrêter, un boutiquier, là. Je cours là-bas tout le temps. Je vais m'arrêter là-bas. Quand ils ont su que je m'arrête là-bas, j'ai changé de coin. Et chaque fois, quand ils passent, je dis, hey, arrêtez-vous ici. Il y en a qui, c'est le pas gymnastique, il y en a qui ne peuvent pas courir, ils s'arrêtent. Je dis, mais c'est vous faites là. On vous dit de ne pas le faire. Hein? C'est pas bon. Vous avez fini les études, normalement vous devez dormir, vous reposer et vous levez demain matin 5h, 5h30 pour le décrassage. Mais si vous faites ça déjà, donc le repos là-bas vous manquez. Et comme ça je faisais. Bon, les gens pensaient que j'étais autre chose. Je dis non, pas ça. Je dis moi-même j'étais élève. Je leur ai dit, moi-même j'étais élève et je sais ce que les élèves font. Maintenant que je suis cadre, vous ne pouvez pas me contourner. Karambiri restera Karamba pour nous. Tu vois, le meilleur cadre du soir au Britannique. Quand nous sommes arrivés au PMK, le commandement de l'armée était assuré par des officiers qui n'avaient pas le niveau intellectuel que nous avons et qui étaient tous pratiquement des officiers qui avaient fait l'Indochine, l'Algérie et autres. Et c'est après, beaucoup de temps après, que quand je pense à ces gens-là, je suis vraiment ému parce que c'était d'excellentes personnes. Beaucoup d'années après mon départ du PMK et jusqu'à présent, quand je pense à ces hommes-là, dans leurs limites naturelles, ils avaient une chose, l'amour de la patrie et l'honneur. Ces gens-là, c'est des gens que nous ne devons pas oublier. En tout cas, moi, chaque fois que j'en parle, c'est avec beaucoup d'émotion. Au PMK, tous les jours, c'est pratiquement des histoires extraordinaires. Mes camarades ont l'habitude de me taquiner sur un prix que j'ai reçu. Et le prix que j'ai reçu, c'est un prix de l'officier d'ordinaire, voilà, qui m'a remis ce prix-là parce qu'il trouvait que j'étais celui, en tout cas, qui ne se plaignait pas vraiment de la bouffe. Il y a des poids qui étaient élevés dans cette école. J'étais bien gros, bien dodu. Alors, je peux vous dire que il y a des élèves qui ne manquaient pas de faire des prélèvements, comme on disait les week-ends, pour leurs propres besoins. Et je ne veux pas dénoncer qui que ce soit ici, mais je crois que j'en ai profité une fois en passant. C'est le bailloutage là. On est arrivé, tu ne t'attendais pas à ça, et puis voilà qu'on te maltraite au hasard, bon, tu ne sais même pas pourquoi. Il y a de quoi se rébeller, mais quand tu vois que tu n'es pas seul, bon, c'est un mouvement d'ensemble. Alors, tu es obligé d'être comme les autres. La première fois après le bailloutage, le vieillissement, quand on a eu la visite de nos parents, je me rappelle que j'avais ma maman et une tante qui ne sont pas empêchés de pleurer quand ils m'ont vu pour la première fois. Après le changement physique d'abord, et ensuite comment j'étais assez turbulent à l'époque, enfin au CM2,
comment je m'étais tout à fait transformé, que je devenais tout timide, tout réservé, etc. PMK, oui, oui, PMK, non, non, non. PMK ne perdra jamais. Et sur le plan académique, nos plus grands concurrents, c'était le Collège de la Salle, avec les prêtres, avec toutes les rigueurs aussi que vous savez. Et sur le plan sportif, c'était le Zenda. Parce qu'on pense que les militaires sont des grands sportifs. Et lorsque le Zenda devait croiser le PMK en son temps, il y avait du feu, comme on l'a dit. Il y avait aussi une concurrence, hein, c'était sur les jeunes filles, que ce soit au KN ou au lycée mix ou au lycée national des jeunes filles. Je crois qu'avec la salle, la bagarre, c'était avec le KN. Donc on se vengeait déjà lors des activités culturelles et sportives qui étaient en ce moment qui étaient des activités saines. Quand j'étais en 4e, du moment que ma famille n'était pas trop loin du site du PMK, je suis de Gouguin et le PMK c'était à Bilbabili, donc en général on sortait. Et un jour j'avais un mariage, mais vous savez, à notre temps, quand vous sortez, vous ne pouvez pas vous mettre en civil. Vous restez en tenue jusqu'à revenir. Mais un mariage, bon, c'était difficile quand même d'être en tenue. Je me suis mis en civil et avec les copains, dans le cortège du mariage, on faisait un peu des acrobaties. C'était la jeunesse. Hein. Et je suis tombé. Je me suis blessé. Et le soir, quand je suis rentré à l'école, on a vu les blessures, on m'a demandé ce qu'il y a. J'ai expliqué. On m'a enfermé. Vous savez le motif? Tentative de suicide. Si ma mémoire est bonne, ça devait être en août 85. Donc on était en vacances. Donc c'est à la maison qu'on a appris que voilà, on ne repartirait pas. Donc c'était bien sûr en fait justement un choc terrible. Bon, certains d'ailleurs en fait justement n'ont pas pu s'en remettre véritablement. Je pense que ça a pu jouer dans le cursus scolaire, en tout cas universitaire, d'un certain nombre d'entre nous. Ça a été très très douloureux parce que j'étais en vacances à Bobo-Dioulasso et j'ai entendu les rumeurs, donc je ne croyais pas, jusqu'à ce que le communiqué ait été diffusé. Et ça a été un choc parce que en allant au PMK, on avait une vocation à devenir militaire et etc. Et là, ça se casse du jour au lendemain. J'ai donc des expériences, d'autres plus jeunes que moi, qui sont revenus à Ouagadougou à la rentrée, qui n'avaient pas de logeur, qui ne savaient pas où aller, qui ont dû dormir dans des salles de classe pendant un certain temps. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris déjà l'esprit pour se débrouiller. Je ne vais pas citer de nom, ils étaient dans un établissement bien connu. Ils dormaient dans la salle de classe toute la nuit pour se lever le matin, être là. Donc, ça veut dire que le petit déjeuner n'est pas assuré, le repas de midi n'est pas assuré, sans logeur, sans ressources. Parce que vous savez que lorsqu'on arrive à la rentrée, avec les maigres ressources que les parents m'ont données, ce n'est que vers peut-être en décembre qu'il y aura la bourse qui permettait à ces étudiants-là de le faire. Donc, il y en a qui ont été complètement déboussolés. Il y en a qui ont été affectés dans les lycées, dans leur région, dans leur, à l'époque on disait département, dans leur sous-préfecture, mais ils ne savaient pas où aller, toujours. Donc, ça a été véritablement un choc pour beaucoup qui ont été déboussolés. Il y en a qui ont, je n'ose pas dire, perdu la tête, mais en tout cas, ça n'a pas été très, très facile. Je pense que ce souvenir douloureux a fait en sorte qu'il y a beaucoup qui n'ont pas eu n'ont plus eu cette envie de rester. Et il y a certains qui sont à leurs âmes, qui sont décédés par ça, parce qu'on nous a tous dispersés dans le pays. Faire en sorte que nous ne soyons pas nombreux dans certains endroits, mais tant bien que mal, on a pu rebondir, certains, la majorité des gens ont pu rebondir. Mais c'est vrai que ça a totalement changé le cours de l'histoire. On ne l'a pas bien vécu, pas du tout. Et parce que quand c'était devenu ECR, ça allait encore. Mais quand c'est devenu Marianne Gouabi, au début, oh là là, c'était un calvaire. Nous, on était habitués à des effectifs raisonnables, des élèves super disciplinés et travailleurs. On s'est retrouvés avec n'importe quoi. Un grand choc pour nous, parce qu'après la fermeture, c'était des ramassis que nous avons envoyés au PMK. Et c'était ingérable, vraiment ingérable.
Et nous-mêmes, on a regretté d'être enseignants. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Nous avons reçu la fermeture avec ce sentiment. Bon, c'était la ferveur révolutionnaire. De ce que je sais, d'aucuns considéraient, parmi j'allais dire les idéologues de la Révolution, considéraient cette école comme une école bourgeoise. Pourquoi un cadre qui peut recevoir plus de 5000 élèves serait réservé à quelques 500 privilégiés? C'est comme si on effaçait notre histoire. Carrément, on s'est retrouvé, il n'y a plus de repères. On s'est demandé qu'est-ce qui a poussé les autorités à l'époque de fermer le PMK. Je crois que ceux qui étaient commandants du PMK à l'époque pourront mieux répondre à cette question. Et ça a été une surprise pour tout le monde. Les gens qui ont transféré, qui ont supprimé le PMK pour le faire reconstruire ou le relever après, eh bien, ils l'ont fait dans le cadre de leur vision politique. Aujourd'hui, dans la plupart de nos administrations, vous trouvez beaucoup de cadres qui ont fait en tout cas leur formation de base dans cette école. Du reste, quand vous allez aujourd'hui dans le secteur de la santé, vous vous rendez compte que beaucoup de professeurs, beaucoup de docteurs sont issus de cette école, comme dans d'autres domaines. Donc, je crois qu'il est évident que la contribution au développement de ce pays est immense. Aucun pays ne peut se développer s'il n'a pas de cadres compétents. Le PMK permet d'avoir ces gens-là, ces types de fonctionnaires, ces types, en tout cas, de cadres qui savent qu'on ne peut jamais progresser dans la pagaille. Ce qui me plaît beaucoup au niveau du PMK, c'est la présence des élèves de pays amis. Je pense que ça, c'est vraiment une plus-value, c'est une richesse pour nous. Et le PMK est donc une sorte de creuset de l'intégration des armées africaines. On était parfaitement intégrés, sinon même plus qu'intégrés. La preuve, c'est que les deux que nous étions au départ de la première convention, tous les deux nous sommes restés au Burkina. Parce que après le bac, on devrait repartir chez nous. Mais malheureusement, avec la situation qui prévalait chez nous en son temps, on n'a pas pu rentrer et le Burkina a eu la gentillesse de nous accorder des bourses d'études à l'université. Après l'université, nos épouses nous ont dégrappé dessus et nous sommes restés. Beaucoup de cadres ont été formés, que ce soit burkinabés, ivoiriens, béninois, togolais, maliens et nigériens, ont été formés dans cette école-là et qui sont à des postes importants dans leur pays aujourd'hui. Je pense qu'un tel établissement est nécessaire. Et pas seulement pour le PMK, pour le pays, mais si vous vous souviendrez que dans les promotions, on avait des Sénégalais, des Nigériens, des Ivoiriens, beaucoup de nationalités. Donc on se côtoyait et ça fait que ça faisait un brassage, même au niveau de la sous-région. Nous avons des gens très bien formés, très bien instruits et qui, je pense, font leur travail comme il se doit. Et maintenant, ceux qui sont aussi partis dans les civils, pour des raisons, pour une raison ou une autre, aussi sont à des postes très intéressants et qui sont des leaders dans tout ce qu'ils font. Regardez que ce soit dans le domaine civil, surtout civil, on a beaucoup d'AET qui œuvrent dans ce domaine et comme je l'ai dit, même celui qui n'a pas eu la chance de réussir au PMK, s'il entreprend quelque chose, au finish, il y a quand même la réussite. Donc je me dis, bon, c'est un vrai creuset de rencontres d'hommes et de femmes, aujourd'hui de femmes de valeur, qui, en tout cas, ça nous apprend les rudiments de la vie et apprendre à se débrouiller surtout comment tisser ces relations. J'ai même rencontré des AET burkinabés au Niger, tout ça qui se débrouille dans la vie civile là-bas. J'étais vraiment édifié de voir que quand même ils s'en sortent très bien. Et dès que je rencontre des Britanes, des anciens, j'éprouve beaucoup de fierté. Ils sont tellement
Et même dans la vie civile, je n'en rencontre pas dont on parle mal. Je n'ai pas entendu. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'ils sont restés humbles, bien qu'ils soient grands, plus grands que leurs enseignants, ils sont restés humbles et très reconnaissants. Ça, vraiment, ça nous fait plaisir. Et moi, ça me rend particulièrement heureuse. Le Prytanée de notre temps n'est pas pareil au Prytanée de maintenant. Les enfants aujourd'hui arrivent très jeunes au niveau du PMK, 10 ans, 11 ans au niveau du PMK. À notre temps, ce n'était pas le cas. Lorsque nous, on était au PMK, les effectifs tournaient autour de 180, même pas. Mais actuellement, je pense que c'est dans les 300, non? Dans les 500. Voilà, donc vous voyez, le nombre déjà fait que, bon, on peut tirer au flanc, quoi. Alors que avec 180 pour toute l'école, enfin, l'effectif de l'école, et donc on était vraiment obligé d'être correct, quoi. Je ne veux pas dire qu'actuellement, ils ne sont pas corrects, mais je veux dire que c'est plus facile avec un petit effectif qu'avec un gros effectif. Bon, en notre temps, c'était des élèves du monde rural et de la classe moyenne en général, mais aujourd'hui, il faut le reconnaître, les élèves des classes aisées sont un peu plus nombreux. C'est d'ailleurs ce qui m'a amené, moi, en tant que chef d'état-major, à proposer au chef suprême des armées un changement dans le mode de recrutement. Et ça aussi, c'est un changement, puisque dorénavant, les recrutements se font sur la base de quotas affectés aux régions administratives. Nous avions constaté que le concours était finalement organisé pour 2 grandes garnisons, Ouagadougou et Bobo. Et comme dans notre esprit quand même, il fallait que tous les enfants de la nation soient représentés, nous avons opté pour cette décision qui a été validée par le chef suprême des armées. Aussi, l'entrée des filles, hein, là, je crois que c'est un élément très important donc, de la vie de l'école, qu'il y ait eu donc, le recrutement des filles donc, à cette école. Aujourd'hui, on met plus l'accent sur la formation académique scolaire, plus que dans le temps. Donc, à contrario, avant, on mettait beaucoup plus l'accent sur la formation militaire. On mettait beaucoup d'accent sur la formation militaire, beaucoup plus d'accent qu'aujourd'hui. Ce qui vous laisserait supposer tout de suite que ce n'est plus la même discipline. Le PMK est l'image de la société. La rigueur que nos parents avaient pour nous dans les années 70, vous savez que ce n'est pas la même chose. Mais quand même, je reconnais que le PMK garde un certain cap. Le décor a beaucoup changé. Quand je suis revenu en 2018 ici en tant que professeur, je dois dire que je suis tombé des nues. J'ai remarqué vraiment d'énormes transformations. Des nouveaux bâtiments ont émergé de partout. L'encadrement, l'effectif a grossi. Le nombre d'élèves s'est vu multiplié par 2. Et bon, ils ont un bon suivi. Le nombre de professeurs, on a la gente féminine qui est assez bien représentée, ce qui n'était pas le cas lorsque nous étions ici. Et je me dis que bon, il y a beaucoup de positifs. Il faut que nous puissions faire de la prospective. C'est pour ça, justement, je milite, moi, pour la création d'une université militaire, étant entendu que pour moi, cette université va former des cadres militaires, mais aussi des cadres non militaires, mais des cadres qui puissent avoir une vision, en tout cas, sur les questions de défense, sur les questions de sécurité, sur les questions de développement socio-économique. Voilà ce à quoi nous tendons, c'est-à-dire que cette université-là doit correspondre à une grande école, comme nous l'avons vu dans certains pays, et nous proposer en tout cas
des éléments qui, à tous les postes de responsabilité où ils vont se trouver, ils ont cette discipline, ils ont cette rigueur, ils ont cette probité et dans l'exercice des différentes fonctions où ils seront. Dans cette université, il y aura toutes les branches pour que celui qui va quitter le PMK avec sa rigueur puisse continuer dans une université où il y aura aussi cette même rigueur. On peut éventuellement augmenter les effectifs compte tenu que la population quand même des élèves au Burkina a évolué énormément depuis ce temps. Parce que depuis notre temps, c'est 60 élèves qu'on recrute pour le Burkina. Et on continue à recruter 60. Je pense que ça a un peu augmenté. Mais pour moi, ce n'est toujours pas suffisant. L'école peut être encore mieux équipée pour répondre aux besoins académiques du moment. Et je pense également que le niveau d'encadrement peut être relevé. Il faudra qu'on arrive maintenant à dépasser les 100%. Je ne veux plus qu'on dise qu'on a fait 100%, qu'on dise maintenant les mentions. C'est-à-dire, quand on dit telle mention, il y a combien de mentions honorables, il y a combien de mentions très bien, ainsi de suite. On ne peut que souhaiter que on puisse célébrer le 100e anniversaire de cette école-là. On ne peut que les souhaiter bon vent parce que nous restons convaincus que malgré toute l'adversité que notre pays a pu connaître, malgré les difficultés économiques que nous avons connues, les différents gouvernements se sont toujours investis à mettre les ressources nécessaires à la disposition de cette école-là pour qu'elle contribue énormément à la formation de nos enfants et de nos futurs cadres. Je souhaite que le niveau soit maintenu et je pense que c'est ce que fait très bien le commandement actuel du PMK. Ce que je souhaite au PMK, c'est continuer dans cette voie. Que le PMK, que les élèves qui vont venir au PMK, qu'ils sachent que c'est les futurs cadres de demain et que le pays compte sur eux pour se développer. Vous savez, une génération ne peut pas tout faire. C'est chacun vient avec sa pierre qui contribue à l'édification de l'édifice. Mes vœux pour ce 70e anniversaire, c'est que l'école, en tout cas, vraiment poursuive sur, c'est-à-dire en fait justement sa lancée, d'offrir en tout cas à notre pays, mais au-delà de notre pays, en fait justement, c'est à toute l'Afrique, parce que nous avons de tout temps en tout cas reçu des Sénégalais, des Béninois, etc., des Nigériens, bien sûr, qu'en tout cas justement l'école poursuive en tout cas sur sa lancée. Je lui souhaite de continuer de grandir, d'aller de l'avant. Je souhaite beaucoup de succès à ceux qui y sont, parce que au PMK, il faut travailler. Ceux qui y sont, qu'ils réussissent, aussi bien les enseignants que les élèves. Je leur souhaite longue vie et surtout, de tout cœur, qu'il n'y ait plus de parenthèse du PMK. Récemment, j'ai été au PMK, je vois que ce n'est pas le même visage, c'est le même fond, mais ce n'est pas le même visage qu'il y avait il y a peut-être 7 ans. Et c'est sûr que, bon, nos aînés aussi n'ont pas vu ça. Il y a un truc qui change, mais ce qui reste, c'est les valeurs qu'on inculque aux élèves là-bas, qui les permet justement de s'en sortir après, d'aspirer à cet objectif de futur cadre de la nation, tout ça. Donc, je souhaite que ça, en tout cas, ça ne change pas. Je souhaite que le PMK reste toujours une école d'excellence. Que les pourcentages au taux d'examen ne continuent de réussir, mais que, bien sûr, qu'on puisse avoir des lauréats dans un certain nombre de... Pourquoi pas dans les prix Nobel. Vraiment, je vais leur souhaiter bon anniversaire. Que ce soit l'occasion pour que les gens, que
les AET, et notamment du PMK, de l'EMP, eh bien, ils soient rassemblés en esprit, en manière de voir, qu'ils soient rassemblés sur le sens que nous donnons traditionnellement au service de l'État, à la camaraderie militaire. Vraiment, je souhaite que ce soit ainsi.